Bonjour, je reçois aujourd'hui avec plaisir Gérard Beckerman. Ça ne se voit pas, mais il a deux casquettes sur la tête. Il est d'un côté président d'un très important fonds d'épargne retraite qui s'appelle l'Affaire, et vous êtes également président de la fondation Long-Thibault. Alors qu'est-ce que la fondation Long-Thibault? C'est une fondation que vous allez nous présenter. La Fondation Long-Thibault, c'est une fondation d'utilité publique qui a été créée en 1943 par deux artistes. Quels étaient-ils? L'une des plus grandes pianistes, Marguerite Long, et l'un des grands violonistes de son temps, Jacques Thibault. Et ils eurent l'idée, pendant une période difficile, de donner un sentiment d'espérance à tous les artistes qui vivaient sous l'occupation. Et ils y ont réussi. Le concours Long-Thibault a été créé en 1943 et quand on pense que la fondatrice Marguerite Long avait connu Gabriel Fauré, avait connu Vincent d'Indy, avait connu Maurice Ravel, eh bien nous voulons, restaurer tout le lustre que le concours Long-Thibault a connu dans le passé. À qui s'adresse ce concours? Le concours s'adresse à des pianistes de haut niveau qui veulent faire une carrière, qui veulent parcourir... Des jeunes pianistes. La moyenne d'âge doit être de 22, 23 ans, pas plus. Ce sont des jeunes pianistes qui consacrent leur vie au piano, comme le concours Reine-Élisabeth, comme le concours Chopin ou le Tchaïkovski. Il y a, à vrai dire, ces grands concours dans le monde, sans oublier l'un des plus importants qui est le concours Long-Thibault. Et alors ce concours, comment fonctionne-t-il exactement? C'est réservé aux Français? C'est dans le monde entier? Comment ça marche? Initialement, il ne s'adressait qu'aux Français. On était en période de guerre, voyez-vous, oui. Et c'était difficile que de faire venir à Paris des Américains, des Russes, pour ne pas parler des Allemands. Aujourd'hui, c'est un concours ouvert. C'est un concours international qui a pour vocation de recruter les meilleurs jeunes pianistes au monde qui veulent faire une carrière. Donc il est ouvert à tout le monde, les hommes, les femmes, quelle que soit, leur personnalité, avec un accent qui est mis, bien entendu, sur la perfection technique qu'on est en droit d'exiger de tout pianiste professionnel, mais surtout, et c'était la volonté de Marguerite Long, surtout une profonde musicalité. On est beaucoup plus intéressé à Marguerite Long par une âme que par des doigts. Et alors, à ce propos, la question est, est-ce que ça n'est pas que la technique qui vous intéresse, et quels sont les pays qui sont principalement concernés par l'étude du piano? Est-ce que dans le monde entier, les jeunes apprennent le piano? Un peu partout. Un peu partout. Un peu partout, que nous allions en Zambie, que nous allions en Sibérie, que nous allions au Japon, en Californie ou avenue de la République, à Paris, on est sûr de trouver, un génie du piano. Peut-être pas un génie tous les ans ou tous les 2 ans, mais un musicien profond. Vous savez, le concours Long-Thibault, qui a-t-il fait émerger? Il a fait émerger des inconnus. Quand ils avaient 18 ans, 20 ans, 25 ans, Aldo Ciccolini, Bruno Leonardo Gelber, Charlier pour le violon, Fontana Rosa et bien d'autres. Donc ce qui est passionnant dans le concours Long-Thibault, c'est qu'on ne sait pas sur qui on va tomber, mais on sait que ce sont des amoureux de la musique et de leur instrument. Et la vocation de Long-Thibault, c'est de contribuer à leur essor, à leur épanouissement. Alors, parmi tous les lauréats que vous avez cités, vous n'avez pas mentionné de Chinois. Or, je sais que les Chinois sont très très nombreux
à étudier le piano. Les jeunes Chinois, c'est vraiment des millions et des millions. Est-ce que ça se reflète dans le palmarès ou est-ce qu'ils ont une façon de jouer qui n'est pas suffisante? Il n'y a pas que des Chinois, il y a aussi des Coréens qui sont de merveilleux pianistes, il y a d'autres Asiatiques, il y a de nombreuses Japonaises, de nombreux Japonais. Les Asiatiques, je dois dire qu'ils ont un organisme extraordinairement malléable, un peu comme une pâte à modeler, vous savez. Ils sont d'une extraordinaire agilité, ils ont des moyens très perfectionnés, comme une horloge. Et ce que nous voudrions, c'est un jumelage finalement. Il est évident que quand on veut faire une grande carrière professionnelle aujourd'hui, il faut maîtriser la technique et y consacrer de très nombreuses heures par jour et depuis le plus jeune âge. Ah oui, comme tous les sports de haut niveau, quoi, en quelque sorte. C'est un entraînement. Il y a dans la musique deux aspects, me semble-t-il. Il y a un aspect qui est, et cette référence au sport m'y fait penser, un aspect physiologique, j'allais dire digital. C'est-à-dire, moi je me souviens, j'étais en 1984 aux Jeux Olympiques de Los Angeles et je voyais au campus de UCLA Carl Lewis s'entraîner sur le 100 mètres. C'était impressionnant, on avait l'impression d'avoir un fauve face à soi, peut-être même plus dangereux qu'un fauve quand il commençait à se déplacer. Et je regardais la minutie avec laquelle il posait ses doigts sur le sol pour bien partir. C'était un entraînement physique. Et que voulez-vous? Un pianiste, il doit être sportif. Au départ, il doit être sportif, c'est-à-dire ça exige un entraînement quotidien, permanent, assidu, approfondi, avec toutes les techniques pianistiques, les arpèges, les gammes, les tris et tout ce qu'on peut imaginer, pour arriver à un second moyen qui, pour la fondation, le concours Long-Thibault, peut être tout aussi exigeant et j'allais dire important. Et ce deuxième moyen, à côté des doigts, à côté du corps, car on ne joue pas qu'avec ses doigts, on joue avec ses jambes, on joue avec ses épaules, on joue avec son corps, et un corps qui doit être façonné. Il y a un second aspect qui est un peu plus, je dirais, mystique, spirituel, c'est l'âme. Un pianiste, il doit utiliser son corps, un violoniste doit utiliser son corps, ses doigts, au service de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'esprit, c'est l'âme, c'est-à-dire conquérir le cœur des auditeurs et le sien. Et vous parlez en toute connaissance de cause, puisque vous êtes également pianiste amateur. Comment êtes-vous arrivé au piano? C'était une dialectique, un dilemme. Quand j'étais tout petit, d'ailleurs ma mère m'avait mise au piano avant que je ne sache écrire. C'était, je dirais, un automatisme. Elle était pianiste? Elle était chanteuse. Elle était chanteuse. Elle était passionnée par l'opéra. Et donc c'était un rituel, je dirais, un sacerdoce assez ennuyeux. Pour tout vous dire, je regardais mes frères et sœurs qui étaient passionnés à l'idée d'aller au cirque et pour mes frères d'aller au football. Moi, j'étais plutôt condamné à faire mes gammes, je dirais, de manière très sportive, ennuyeux. Ça n'a jamais été une passion au départ jusque 8 ou 9 ans. Ce n'est qu'après où, je dirais, mon amour pour le piano et surtout pour la musique est venu. Mais au départ, il y a une telle exigence physique, physiologique, un temps qui ne peut pas être supérieur à 24 heures par jour. Et quand on a 6 ans, 7 ans, 8 ans et qu'on joue du hanon, du pishna, des exercices très techniques pour avoir un niveau bon au piano, eh bien c'est fastidieux, que voulez-vous. Et ce n'est qu'après que la musique vient. Et donc je suis passé par le solfège, par l'harmonie, par, je dirais, l'apprentissage du piano. J'ai eu la chance d'avoir de très grands professeurs, en particulier du CNSM, comme Sabine Lacoarette ou Germaine Devège. La Germaine Devège qui a connu Ravel. Elle avait 15 ans, en 1935, voyez-vous, 2-3 ans avant que Ravel ne parte. Et donc elle l'avait connu. Elle a très bien connu Francis Poulenc, avec qui elle avait travaillé le concerto pour 2 pianos, que j'ai joué avec elle. Elle m'avait indiqué les doigtés de Francis Poulenc. Donc j'ai eu la chance
de profiter de l'expérience de deux grandes dames de la musique, par qui sont passés d'illustres pianistes. J'ai peur d'en oublier, mais je pense au moins à Marc Laforêt, à Michel d'Alberto et à bien d'autres pianistes qu'elles ont formés au CNSM. Et comment avez-vous poursuivi votre carrière ensuite, puisque vous n'êtes pas pianiste professionnel, mais vous vous occupez beaucoup des pianistes amateurs? J'aime bien partager. J'aime bien échanger, dialoguer, j'aime bien l'amitié. Et si vous me promettez de ne pas le répéter, je préfère passer une soirée avec un artiste plutôt qu'avec un banquier. C'est plus agréable, dans la plupart des cas. Et donc, pour moi, c'était une double vie. Et j'ai toujours pensé que, dans mon cas très particulier, 1 + 1 = 1. Vous voyez, comme je compte bien, hein. C'est égal à 1 parce que c'est une unité, finalement. Vous voyez des hommes, des femmes qui ont une passion autre que la mienne. Ils vont au golf, ils vont au théâtre, ils vont au cinéma, ils aiment le cheval. Hélas, je n'ai pas le temps de partager de telles passions. Ce n'est pas pour moi. Et donc, le seul temps qui me laisse pour moi, qui m'est laissé, c'est je le consacre à la musique. Car j'ai toujours pas fini, je dirais, d'étudier. C'est infini l'apprentissage de la musique. C'est pas comme une discipline, je dirais, qui permet de stocker les connaissances. Par exemple, quand vous êtes étudiant en médecine, on vous apprend l'anatomie, on vous apprend plus tard la chirurgie. Vous êtes un médecin et ce que vous avez acquis, vous le gardez. C'est un stock. Mais en musique, ce que vous avez acquis, vous le perdez. Ah bon? Mais oui, parce que vous n'avez pas la possibilité, je dirais, de stocker en vous 30 concerti, de stocker en vous les 32 sonates de Beethoven, les 24 préludes de Chopin, les 48 préludes et fugues de Bach. Ça exige une remise en question, une remise en forme pour renouveler cette richesse en permanente. C'est pourquoi je pense que l'art, et la musique en particulier, a je dirais, un infini devant soi, alors que la plupart des sciences et des techniques ont une finitude qui est très circonscrite. Et donc l'art, la musique nous conduit vers un univers, un spectre, un espace beaucoup plus libre. Regardez la personnalité de ces jeunes artistes que nous découvrons au concours Long-Thibault. Mais c'est merveilleux. Est-ce qu'ils sont tous très heureux? Ah, vous posez une question trop difficile. Vous savez,
être heureux, ils sont gais, ils sont heureux. Ils ont un contentement de leur vie. Mais le bonheur, c'est autre chose. Vous savez, il n'y a pas de critères. Il faudrait relire Kant, il faudrait relire Burke, il faudrait relire les grands auteurs Hegel, qui se sont penchés sur l'esthétique, sur le bonheur, des satisfactions. Quand vous prenez la plupart des lauréats du concours Long-Thibault, Aldo Cicconi me vient souvent en tête, ou Bruno Leonardo Gelber, notre dernière légende vivante qui vit aujourd'hui en Argentine. Est-ce qu'ils avaient un sentiment de bonheur? On ne peut pas, me semble-t-il, avoir un sentiment de plénitude quand on a 20 ans, parce qu'on ressent son futur, son avenir comme un défi. C'est un combat. C'est une remise en cause à chaque concert. Oui, quoi. Bien sûr. Et c'est une remise en cause. Les économistes peuvent se tromper sur un taux d'inflation, sur une prévision. D'ailleurs, ils se trompent tous. Mais un artiste ne peut pas se tromper. On est beaucoup moins tolérant aujourd'hui. Et ce n'est plus l'époque des années 1910 ou 1920, et nous avons des témoignages éloquents de 78 tours, et quand un artiste se trompait, on ne pouvait pas recommencer tout le 78 tours. Donc on a une mémoire vivante. D'ailleurs, il faudrait toute une bibliothèque si on devait stocker les œuvres qui comportent des fautes de la part des plus grands artistes que nous connaissons aujourd'hui. Mais j'aime bien votre notion de remise en cause, en question. Mais ce défi, il n'est pas qu'à 20 ans. Vous avez des pianistes qui peuvent jouer jusqu'à 80, comme Orzowski, qui a joué jusqu'à plus de 95. Il jouait bien. Il jouait bien. Je l'avais entendu, je me souviens, il y a une vingtaine d'années au Théâtre des Champs, peut-être 25 ans, et je me souviens, il avait fait une reprise en trop du deuxième scherzo de Chopin. C'était pas grave, au contraire, ça avait doublé notre plaisir. Sa faute a été la condition de notre bonheur, parce qu'on s'est dit, ça va durer 3 minutes de plus. C'est pas très grave, vous savez, de jouer une reprise en trop, parce que c'était Orzowski. Oui, vous me pardonnerez de parler d'économie, mais comme vous en êtes aussi un spécialiste, est-ce que la carrière de pianiste, pour des jeunes qui se présentent à ce concours, lauréats ou pas lauréats, est-ce qu'ils ont la perspective de mener une vie décente, correcte, d'être convenablement payés? Parce qu'on dit toujours courir le cachet, mais c'est ça la réalité? C'est une question là aussi très difficile. Quand on fait des études en électronique, en électricité, en informatique, bon an, mal an, on aura un job, on deviendra cadre supérieur, avec d'un peu plus de brio et d'intelligence, on pourra même finir sa vie dans un mandat ou dans une responsabilité de direction générale ou voire de présidence. C'est possible. La voie, elle est tracée. Elle n'est pas tracée pour un artiste. Elle n'est pas tracée pour un musicien. Le musicien vit sa vie comme un défi. Je vis avec les musiciens et je me mets à leur place. Nous échangeons, nous dînons, nous travaillons ensemble et c'est un bonheur. C'est-à-dire il y a dans la musique, je dirais, un matériau, une protection qui favorise, je dirais, la vérité. Avec les mots que nous utilisons dans le langage, et je sais à qui je parle, quand je vois les diplomates, les ministres, les premiers ministres et tous ces gens plus importants sur le plan politique, les uns que les autres, que vous avez approchés, les mots sont un extraordinaire bouclier.
mais vous n'avez pas de bouclier sur scène. Vous êtes nu. Vous n'avez pas de mots. Vous avez vos moyens, vous avez votre âme, votre cœur, votre sensibilité, qui peut vous faire défaut, et vous pouvez être trahi tout de suite. Un diplomate n'est pas trahi. Un ministre à qui on a appris à ne pas toujours dire la vérité ne peut pas se trahir. Mais un artiste, c'est très différent. Il ne joue pas avec les mots, il joue avec lui-même. Et si un économiste se trompe sur un taux d'inflation, sa carrière n'est pas en jeu. Mais quand un pianiste se trompe, un violoniste se trompe, ou un chanteur lyrique se trompe, c'est dur pour rattraper, mettre la rustine qui permettra d'être gonflé en toutes circonstances. Donc la vie de l'artiste est fondamentalement différente de nos vies communes. Pour rester sur le même terrain, en France, il y a quand même un soutien de l'État aux artistes dans différentes catégories de spectacles. Cette notion d'intermittent du spectacle, par exemple, j'ai été quand même frappé d'apprendre que tout l'orchestre du Metropolitan Opera de New York a été congédié, puisque c'est fermé pour le moment, et ils sont congédiés en quelque sorte sans indemnité. Oui. Ils sont obligés de retourner chez leurs parents ou de se débrouiller avec s'ils ont des économies. Il n'y a absolument aucune aide, tandis qu'en France, il y a ce système qui coûte une fortune à l'État, des intermittents du spectacle. Est-ce que c'est très sain ? Le système français est, l'expression est impropre. Moins pire. Il est moins pire, mais il est passable. Les temps sont révolus où, je ne suis pas partisan de la royauté, où nous avions sous l'Ancien Régime des princes, des comtesses, des marquises, des ducs, qui aimaient les arts, qui étaient protecteurs des arts et qui avaient les moyens de leur passion, et qui soutenaient, regardez les dédicataires d'un homme si européen, mondial que Franz Liszt. Regardez les dédicataires. Vous ne voyez que des comtesses, des marquises et des princes. Il devait bien les aimer, mais à mon avis, elles aussi. Et donc, il y avait un soutien très massif de la part de ces mécènes. Aujourd'hui, pour ne prendre l'exemple que de la France, l'État est en fait un petit mécène, parce qu'il n'a plus les moyens. Les dettes et les déficits publics sont considérables. On ne peut pas jouer avec l'argent de l'État. L'État a des moyens limités, donc il ne peut avoir qu'une ambition limitée. Mais un artiste ne peut pas se satisfaire de ça. Et pour reprendre l'exemple de la Fondation Long-Thibault, eh bien, nous avons de telles contraintes à assumer. Nous sommes à la recherche en permanence de mécènes, même s'ils ne sont pas princes ou marquis, ça nous va. Des mécènes qui sont les grands capitaines de l'industrie, de la finance, qui ont pris le relais. L'État n'a pas les moyens, seule la communauté de la banque, de l'assurance, de l'entreprise. Je rencontre très souvent dans des cercles des passionnés de musique qui font confiance à la Fondation Long-Thibault, et j'aimerais bien que cette confiance soit redoublée à l'avenir pour que le concours Long-Thibault, c'est un peu une nostalgie que j'ai. Vous savez, le concours Long-Thibault, je me souviens, j'étais étudiant, j'étais encore à Paris à ce moment-là, avant de m'exiler à Munich, en Allemagne. J'avais assisté à un concours où je crois que c'était, comment s'appelle-t-il, un jeune russe qui est devenu français, Michael Roudy, qui avait remporté avec le deuxième de Prokofiev, je m'en souviens comme si c'était hier. Il y avait Magda Tagliaferro qui était à ma droite, et moi, avec ma petite dauphine, j'étais chargé de la raccompagner chez elle. Elle avait près de 90 ans, mais elle était extrêmement coquette. Et donc, il y avait cet engouement, et Michael Roudy, grâce au concours Long-Thibault, a fait une brillante carrière. Et c'est ça un peu la vocation de la Fondation Long-Thibault. Elle ne travaille pas pour elle. On est tous bénévoles à la Fondation Long-Thibault. On ne travaille pas pour soi,
On travaille pour ce qu'on aime, les artistes. Et c'est ce message que nous voulons amplifier pour l'avenir. Je pense que ce message va être bien entendu par tous les nombreux téléspectateurs qui vont nous regarder. Gérard Beckerman, je vous remercie pour cet entretien très intéressant parce que ce qui ajoute un grain de sel, de piquant à cet entretien, c'est que non seulement vous êtes un homme, un grand économiste, mais vous êtes également musicien et vous avez une mémoire extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission.